Bon, on est rendu à une carte qui porte le nom du set, Spark of Mhm. Rebellion. Ça, pour moi, c'est un peu comme les cartes, on n'en a pas encore vu, ça s'en vient, des cartes qui représentent les aspects, les couleurs, avec les noms des aspects. Moi, je pense que Mhm. les noms des aspects, ça veut dire que c'est des cartes qui sont fortes, mais qui peuvent devenir aussi très fortes au fur et à mesure que le jeu avance et qu'on a des options avec les prochains sets qui vont sortir. Et j'ai l'impression que les cartes qui portent le nom aussi de la collection du set qui est sorti, comme celle qu'on s'apprête à juger, Mhm. ça risque de devenir. Elle est déjà bonne, je pense, mais ça risque de devenir avec le temps, puis avec la façon de gagner qu'on appelle le mill. Mill, c'est Mhm. de retirer les cartes disponibles de ton adversaire jusqu'à temps qu'il ne lui en reste plus et de gagner ainsi. Ça n'existe pas vraiment. Quelquefois, dans le bleu, c'est assez difficile actuellement, mais plus les cartes vont sortir qui te permettent de retirer des cartes de la main de ton adversaire, de sa pile ou de sa défausse ou de ses ressources, mais éventuellement, on va pouvoir développer un jeu de 1000, justement. C'est pas des jeux que le monde apprécie beaucoup. C'est une expérience souvent négative pour ton adversaire parce que tu l'empêches de jouer, il te regarde jouer finalement. Donc, c'est pas quelque chose que les concepteurs veulent encourager nécessairement, mais c'est le fun de pouvoir avoir au moins cette option-là, même si c'est difficile de gagner de la sorte, ben, d'offrir cette option-là. Et je pense que la carte Spark of Rebellion l'offre très bien. C'est une carte que toi, tu avais choisie, donc je te l'ai laissé la présenter puis t'expliquer pourquoi on a décidé de la mettre dans notre top 20. Ouais, c'est vraiment simple. La personne regarde tu as le droit de regarder la main de ton adversaire et d'enlever n'importe quelle carte. Que ce soit est-ce que c'est ça, discard a hand from it, c'est ça. Que ce soit un événement, un upgrade ou un unit, non seulement tu regardes la main de ton adversaire, fait que tu sais qu'est-ce qu'il y a dans ses mains, mais tu enlèves une carte forte. Donc, pour deux, je pense que ça me fait aussi peur qu'un No Good to Me Dead, pour être honnête. Si mon adversaire a quatre ressources, je stresse. Parce qu'il peut mettre un No Good to Me Dead ou un Spark of Rebellion. Pour moi, ça va dans le S tier parce que ça a beaucoup de force. Pour deux seulement, moi, je pense que ça va dans le S tier. Low S, par exemple. Bas S. Je suis d'accord parce que c'est fort parce que ça coûte, comme tu l'as mentionné, 2. Et surtout dans le late game, quand tu es rendu à sortir des grosses cartes Mm, et que l'adversaire a peu de cartes en main, souvent c'est deux trois cartes qui te restent en main, rendu au quatrième, mm, cinquième tour et plus. Et ce sont généralement des cartes comme, mettons, un Dark Vader que tu veux sortir, que ton adversaire veut sortir, mm, puis que tu lui enlèves de la main, c'est beaucoup plus facile de se débarrasser d'un Dark Vader qui n'a pas réussi à sortir, puis qui n'a pas fait son habileté, que d'avoir une unité forte qui va essayer d'abîmer ou d'endommager Dark Vader une fois qu'il est sorti. Donc, pour deux coups, détruire une unité dans la main de l'adversaire avant même qu'il ait pu le jouer, c'est beaucoup plus efficace que d'attendre qu'il soit sur la table pour le faire. Donc, dans ce cas-là, je suis d'accord, d'autant plus que c'est pas spécifié unit, comme tu l'as dit. Tu peux aussi enlever des mm, événements comme un Overwhelm Barrage, qui, on l'a mentionné, était selon nous la meilleure carte du jeu. Ben, retirer cette carte-là des mains de ton adversaire pour un 2 de coups, c'est-à-dire en début de partie, c'est très gagnant. Surtout au premier tour, quand on vient de faire un mulligan, il y a 5 cartes en main, il y a des bonnes chances d'avoir obtenu la carte qu'il cherchait autour duquel son deck est construit pour commencer la partie, comme par exemple des cartes qui te permettent de ressourcer comme Resupply, de le retirer mm. pour ralentir son jeu pour seulement deux coups. C'est plus efficace que de mettre une unité banale qui fait un de dommage, par exemple. Ouais, ouais. T'as tout dit. Prochaine carte aussi, événement, Conning, c'est ce qu'on mentionnait. Yeah. Jaune, c'est Conning qu'on appelle, donc manigance si on veut. Euh, Mm. Et c'est la couleur jaune, et c'est le titre de la carte qui représente la couleur jaune. Et on voit Han Solo jouer un jeu de sa bague justement autour de la table. Donc ça représente très bien cette manigance en question. Euh, on était les deux d'accord sur celle-là. C'est même pas posé de Ouais. question. Je pense que c'est un S. Ouais, c'est un S tier. Je pense qu'il va aller un peu avant No Good to Me Dead. La raison pourquoi, c'est les choix. Moi, je trouve que tous les choix sont bons. De exhaust deux units, si tu joues mono jaune, c'est carrément deux No Good to Me Dead dans un sens, mais un petit peu moins fort, que tu fais dans un choix. C'est pas exhaust one unit and exhaust another. Non, c'est vraiment tu exhaustes deux units et peut aller te donner plus 4. Fait qu'imagine, tu as un Han Solo qui est là, puis là, tu peux le donner plus 4. Ton Han Solo attaque de 10. C'est C'est extraordinaire. malade.
C'est malade, là. Puis c'est un choix. Tu joues double jaune pour 4 seulement. Overwhelming Barrage, il coûte 5, puis il fait quelque chose de bon. Mais lui, il coûte juste 4, double jaune. C'est une excellente carte. Top, c'est sûr, c'est dans le S tier. Ouais, je l'ai mis derrière Ant Vader puis No Go To Me Dead. Et je pense, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je pense que c'est la meilleure carte double couleur du jeu jusqu'ici. Je suis d'accord avec toi, oui, en effet, parce qu'il y en a d'autres qu'on va voir plus tard dans la liste. Je pense qu'il nous en reste un qui est double couleur, Ouais. mais il y a Command aussi. Mais honnêtement, avec les choix qu'ils nous donnent, j'ai regardé, il y avait un tournoi à l'imaginaire de Winnabox, puis je regardais la finale. La personne qui a gagné, lui, il a utilisé 3 fois Cunning, il a bien pigé les 3 fois. Puis les 3 fois, mais ça l'a fait donner un avantage tellement malade qu'il a fini par gagner. Parce que l'autre adversaire ne pouvait rien jouer, jamais. Il exhaust tous ses bonhommes, puis il les tuait après. Donc, une carte extrêmement forte. C'est Marc-André Martin, j'imagine, qu'on salue. En effet, oui, j'avais oublié son nom. On le salue s'il regarde. Ouais, ouais, il regarde la chaîne. Très bon joueur. Prochaine carte. Greedo, ça c'est. On n'était pas d'accord nécessairement. Tu n'étais pas d'accord nécessairement avec mon choix. Moi, je Non. proposais Greedo. J'ai réussi à te convaincre parce que son coup, déjà, un coup, une attaque Mhm. 3-1. C'est sûr qu'il Mhm. y a le Stormtrooper qui fait déjà ça aussi 3-1 comme dommage. Mais la différence, c'est qu'il Mais, n'y a pas deux aspects. Il y a un seul aspect. Donc, on peut jouer aussi bien héros que vilain. Il est seulement jaune. Ça, mhm. déjà, ça fait que je trouve qu'elle est déjà un peu meilleure que, par exemple, le Stormtrooper. Death Star Stormtrooper, il me semble le nom exact de la carte rouge. Mhm. Et aussi, en plus d'avoir un seul aspect, ben, il y a une habilité spéciale. Greedo fait en sorte que lorsqu'il meurt, vous pigez une carte, vous la discartez si vous voulez. Encore une fois, donc c'est circonstanciel de votre choix. Et ça, les options dans un jeu de cartes, c'est toujours important. C'est toujours un avantage que vous avez Mhm. en tant que joueur. Si vous le désirez, vous pouvez, une fois qu'il est mort, piger la première carte du deck. Et si c'est une carte qui n'est pas une carte d'unité, donc un upgrade ou un événement, vous pouvez faire 2 dommages supplémentaires. Donc, une possibilité de 6 dommages. Et avec les cartes qui sortent actuellement pour le prochain set, avec beaucoup d'upgrades De qui s'en viennent, ça se peut. de Oui, 5. de 5 au total, merci. Ça se peut qu'il y a beaucoup de cartes d'upgrade qui s'en viennent, avec les Bounty, avec autres. Mhm. Donc, Greedo est fort actuellement pour un seul de coup, et il va rester, selon moi, très fort dans le méta parce qu'il y a cette habilité qui lui permet, en coup de 1, de faire une possibilité, comme tu m'as repris, de 5 de dommages. Mhm. C'est une carte menaçante que le monde veut se débarrasser en début de partie là, parce que il peut être dangereux. Faudra me tuer d'abord. Uhleniuma. Chespokututa Krista Krenko. Ya Oscar. Un pauvre cave. Écoute, pour tous les merveilleux arguments que tu viens de donner, si on le laisse là où il est présentement, c'est une insulte. Fait que je pense qu'il serait derrière Traitorous. Ouais, je suis d'accord. Ouais, on va le mettre dans le A. Prochaine carte, jaune elle aussi. On a beaucoup de jaune. J'ai remarqué quand j'ai placé les cartes sur le logiciel Tier Maker que on avait beaucoup de cartes jaunes, beaucoup de cartes vertes. Je fais seulement 2 cartes rouges et 4 cartes bleues. Donc, Ouais. ça montre que c'est pas pour rien que le méta actuellement, c'est dans le vert et dans le jaune surtout. On pense entre autres à Boba Fett. Ce sont Ouais. des cartes qui sont très fortes. Les plus fortes du jeu se retrouvent dans ces couleurs-là. Donc, peut-être que ça va changer avec les prochaines cartes qui vont sortir, on le verra. Mais Mais pour. le prochain set, j'ai vu qu'il y a beaucoup de cartes rouges et de jaunes. Fait Oui. que moi, je pense que le prochain set, ça va être beaucoup de rouges et de jaunes qui sont quand même assez forts. Il faudrait voir comment on réussit à trouver la méta après 1 mois et demi. Mais le rouge et le jaune, pour moi, à date, c'est eux que je vois qui ont les cartes un petit peu plus élevées. Mais dans notre analyse qu'on a faite pour le set qu'on est en train d'analyser, notre top Ouais. 20 de Spark of Rebellion, Étincelle de Rébellion, on peut constater que vert et jaune ont été les cartes les plus efficaces. On pourrait dire ça comme ça. Il y en a d'autres des efficaces, mais on les retrouve surtout dans ces 2 couleurs-là. Leia Organa, héros, jaune, coup de 2. Carte qui fait 2-2. Donc au niveau de la valeur par rapport à ce qu'elle fait, c'est un peu sous la courbe.
Par contre, c'est son habileté qui fait qu'elle est si bonne. Habilité qui lui permet de faire deux choses lorsqu'elle est jouée. Soit que vous tapez un adversaire, une carte adverse, et là, ça peut être même un leader. C'est ça qui est fort. Vous pouvez taper un Vader, par exemple, en déployant en plus une carte, à 2 coups seulement. Et, si vous avez l'option, c'est ça qui la rend si bonne selon moi, si vous la jouez en début de partie, elle peut ne vous coûter que 1 de coup, parce que vous pouvez redéployer une ressource si vous le désirez. Au lieu de faire taper un adversaire, vous pouvez détaper une de vos ressources, ce qui équivaudrait à redonner une ressource, donc elle ne coûte que 1 coup pour faire une carte qui fait 2-2. Donc encore une fois, des options qui s'offrent à vous, dépendamment de la situation, ce qui fait d'elle, je pense, une des très bonnes cartes parce qu'elle permet de contrôler le jeu ou de diminuer les coûts par rapport à ce que vous dépensez pour la mettre en jeu. Beaucoup de cartes de 2 seulement, hein, de coups de 2 qui font vraiment mal. Puis je pense que c'est voulu là, quand tu joues Cunning. Mais dans la tier list, je suis pas sûr, moi, si je la mettrais avant le Echo Base Defender. Je pense que je la mettrais peut-être entre les deux qui sont dans la B-list. Ouais, je pense que je la mettrais là. Parce que oui, c'est vrai, elle est forte avec son habileté, mais c'est quand même juste un 2-2. Donc, elle fait pas peur, elle fait vraiment pas mal. Si je suis capable d'avoir plusieurs units, puis tu tapes juste mon Vader, mais avec n'importe quoi d'autre qui est ready, elle me cause aucun stress. Fait que c'est Effectivement. pour ça que je la mettrais pas plus haut. Ouais, je suis d'accord En avec tant toi. que... Puis je laisserais aussi le Echo Base Defender devant parce que le fait que ce soit une sentinelle, ça ralentit Mhm. l'adversaire beaucoup plus qu'un simplement taper une carte adverse. Parce que si tu la Yeah. tapes pas avec un sentinelle, mais en même temps, il est obligé de t'attaquer souvent. C'est assez rare Mhm. saboteur pour l'instant. Et donc, il suicide presque garanti parce qu'il fait 4 de dommages de sentinelle. Donc, tu ne fais pas seulement ralentir ton adversaire comme Leia, mais tu as les opportunités de tuer ton adversaire avec le mot-clé sentinelle et 4 d'attaque. Mhm. Yes, Proche- sir. Prochaine carte. Prochaine carte, une carte très forte, mais très circonstancielle aussi. Tu vois, je suis pas d'accord avec ça parce qu'elle rentre ready. Pour moi, c'est seulement ça que je viens en tête. Il y a pas beaucoup de cartes qui rentrent ready. Il y a juste le Millennium Falcon, je pense, qui rentre ready, qui est 5 d'attaque d'attaque d'un coup. Si ton adversaire a rien pour le bloquer, c'est quand même 5 d'une shot. C'est pas une unit que je mets, puis le prochain tour, je vais pouvoir te faire 5 d'attaque. C'est tout de suite, je te fais 5 si tu n'as rien pour dealer avec. Moi, je la mettrais honnêtement après For a Cause. Ah, moi, je le mettrais. Moi, je l'aurais mis dans S. Si, Ah ouais? si tu joues avec Boba Fett, c'est un S assuré. C'est aussi fort qu'un Overwhelm Barrage, selon moi, avec Boba Fett. Parce que Boba Fett, c'est lui qui te permet que cette carte-là arrive on tap. Parce que sinon, si Mhm. tu joues avec, mettons, un Tron, ben, elle descend beaucoup en valeur parce qu'elle elle vient taper sur le jeu. Donc, moins intéressant. C'est effectivement, comme tu l'as dit, le fait qu'elle soit on tap. Et on ne l'a pas mentionné, mais son habileté, son action aussi est très forte parce que Ouais, sans taper ça ta vient. carte, tu payes 2 de coups et tu tapes des unités qui sont uniques. Donc, tu peux le faire plusieurs fois dans le tour. C'est-à-dire que c'est une carte qui coûte 6. Donc, normalement, tu as 6 ressources quand elle sort sur le jeu. Donc, Mhm. le tour d'après, tu en as 7. Donc, tu peux, si tu le veux, sans bouger ta carte, sans rien faire, seulement avec une seule action et 2 de ressources à chaque fois, taper 3 cartes de ton adversaire qui sont pas uniques. Et après, faire ton attaque de 5. Donc, ça, Sur basé seulement sur son habileté, il est quand même un S-tier. Parce que c'est quand même fort avoir un vaisseau dans l'espace qui peut faire ça. OK, il vient pas ready si t'as pas Boba Fett, mais il fait quand même cette habilité-là. Que je ne crois pas il y a d'autres cartes qui fait ça. non. Une carte qui Tu reste comprends? en jeu, puis que tu peux seulement payer des coups pour toujours faire la même action. Moi, j'utilise C'est souvent fort. cette action-là. Quand je peux le faire, je le Mm. fais. Puis je surprends toujours mes adversaires parce qu'ils sont pas habitués de se le faire faire par le Fire Spray qui a tendance à attaquer tout de suite. Mhm. Mais c'est ça, c'est une carte qui permet de contrôler en plus la table. Moi, S-tier. ouais, je pense que ouais.
c'est un game changer. Quand tu as Boba Fett puis cette carte-là sort sur le jeu, tu prends le Ah ouais, contrôle ça de la fait mal. situation. Il est obligé absolument de te l'enlever parce que si tu n'enlèves pas, à coût de 5 par tour, plus des bonus à l'attaque parfois, Mhm. t'es sur le point de perdre la partie. Il faut que tu te dépêches à faire quelque Mhm. chose. Effectivement. C'est totalement vrai. Mais je l'aurais mis moi-même à hauteur d'Overwhelm si c'était pas du fait qu'il faut que tu aies une unité ou un leader. Boba Fett ou, on l'a pas mentionné, Jango Fett aussi il est mentionné sur la carte. Ouais. Avec le prochain set, on va pouvoir utiliser Django Fett aussi. Ouais. Fait que si ton. Mais en fait, Si tu ah non, sors. c'est pas le même. Non. Ouais, Parce que je suis en train de penser, Boba Fett, c'est-tu Boba Fett? Ouais, parce qu'il y a le prochain set, Boba Fett, il est vert. héros, non? Vert, Mais ouais. il est héros. Ouais. Ouais. Fait que tu pourrais même pas jouer ça si tu voudrais, mais tu pourrais, mais ça va te coûter 2 de plus. Moins intéressant. C'est surtout. Exactement. Il faut que tu le sortes assez rapidement pour contrôler la partie. Donc, Écoute, le prochain set, tous ceux qui adorent Mandalorian ou tous ceux qui adorent Boba Fett ou Jango Fett, ils vont se régaler. Fait que, on va ça va être reparler. malade. On va se faire un autre épisode là-dessus. On va regarder les combos possibles avec, mettons, si on veut faire un deck Mandalorian, qu'est-ce qui serait bien de mettre. On va regarder ça Mhm. dans les prochaines semaines qui suivent. Là, restez à l'écoute sur la chaîne, puis on devrait analyser ça bientôt. Prochaine Yes, sir. carte. Avenger. Yes. Ça, c'est une carte que tu voulais, que tu avais choisie, que moi, j'avais pas au début décidé de prendre. Puis, dans les choix que j'avais, j'ai décidé d'accepter de la mettre dans le top 20. Je te laisse la présenter. Pourquoi toi, tu la trouves forte, puis après, pourquoi moi, j'ai résisté. Ok, donc 9 de coups, oui, il coûte cher. C'est une late game, c'est vraiment une carte late que tu vas jouer en fin de partie. 8-8, pour moi, c'est ça qui est très important. C'est quand même 8 de dommages si tu n'as rien pour l'enlever. Et aussi, le when played est en attaque. Donc, quand tu le joues et quand tu attaques, moi, je pense que quand les cartes ont ça comme texte, c'est très fort parce que dès que tu sors, l'habileté se déclenche. Et quand tu attaques, l'habileté se déclenche encore une fois. Euh, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que ton adversaire doit choisir une carte qui est non-leader, puis il doit la discarter. Donc, arriver à late game, ça arrive souvent, en fin de partie, ça arrive souvent parce qu'on se joue seulement une unit, un unit. C'est vraiment, on se tue des units puis on essaie de contrôler la partie. Tu joues ça, pour moi, ça égalise puis tu as une main d'avance sur ton adversaire. C'est pour ça, puis c'est une légendaire. Fait que pour moi, c'est une S tier parce que en fin de partie, late game, c'est un gros move crucial. OK, mais moi, je suis pas d'accord. Premièrement, tu as mentionné, que ça enlevait une carte. C'est pas spécifié unité ou événement ou. Mais ça dit an opponent choose a non-leader unit. Ah, c'est une unit. Ben, de toute façon, tu peux pas mettre un upgrade pour rien ou un event. Ça enlève une unit qui est sur le terrain, mais c'est ton adversaire qui choisit. Puis ça peut pas être ça peut pas être un leader. Bon, mais moi, moi, je trouve que c'est un peu la faiblesse en plus qu'elle coûte si cher. Oui, 8-8, c'est bon, surtout, je trouve le tour d'après. Parce que son habilité, je trouve pas si fort que ça. C'est que tu peux, généralement, quand la personne joue cette carte-là, je vais utiliser une carte d'unité qui vaut 2 de coups, 3 de coups. Ça m'affecte pas tant que ça dans ma partie, là. C'est sûr que s'il me reste juste une ou deux grosses unités sur la table, mettons Dark Vader, ça fait mal. Mais c'est rare que ça m'arrive. Fait qu'encore une fois, je trouve que c'est très circonstanciel. Il faut que ton adversaire ait seulement une carte de bonne valeur pour qu'elle vaille vraiment la peine avec son habilité. La carte elle-même, elle est forte. Si tu peux attaquer le tour d'après sans qu'il réussisse à te faire un No Good to Me Dead dessus, un Wele ou peu importe une carte qui te le ferait défausser. OK. Mais sinon. Mais le trois quarts du temps, quand je vais jouer moi-même, je joue personnellement. Quand je vais jouer cette carte-là, je vais m'assurer de clean le board pour que à la fin, quand je le joue, t'as pas le choix. Je garde la unit la plus forte et je joue ça pour me donner une avance. C'est rare que si je l'ai dans mes mains, puis t'as une petite unit à 2 ou un autre. Si t'as plusieurs units, ça sert à rien de mettre ça. Mais moi, je vais mettre cette carte-là quand j'ai un contrôle où tu as un gros unit puis tu penses que tu vas gagner la partie. Je joue ça et tu n'as pas le choix d'enlever le gros unit.
C'est comme ça que je le joue. C'est ça, ce que tu viens de dire, je pense, qui détermine pourquoi je veux pas qu'il soit dans le S, c'est que tu as dit s'il y a plusieurs unités sur le board avec des petites valeurs, ça vaut pas la peine. Mais ça veut dire que c'est circonstanciel. Ça veut dire qu'il faut que tu attendes le bon moment, puis il faut que tu te battes, puis que tu te concentres, puis que tu essaies d'arriver à ton but, puis d'éliminer le board, ce qui n'est pas nécessairement facile à faire, surtout tour 8. Fait que cette circonstance-là, il faut que, pour que ça soit efficace, il y ait peu de cartes ou pas de cartes, ou une seule, en fait, idéalement sur la table, une bonne carte. Fait que, regarde les cartes qu'on a mis dans le S, ce sont tous des cartes qui sont bonnes en tout temps. En tout temps. Il n'y a pas de situation où... Mais attends, si on est pour rentrer cet argument-là, on pourrait dire l'Overwhelming Barrage, si t'as aucune unit, ça sert à rien de la jouer. Oui, ben tu donnes plus 2, tu peux attaquer la base avec plus 2. À quoi? Tu donnes plus 2 à quoi? Si t'as aucune unit, si toi, en tant que tel, t'as pas de unit, tu joues Overwhelming Barrage, tu le joues dans le vide. Fait qu'on peut utiliser cet argument-là pour pratiquement tous les cartes. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que si tu sais bien jouer la carte, puis tu connais sa valeur, tu vas savoir quand aller la chercher et quand la jouer. Si on est pour donner cet argument circonstanciel sur une carte, je pense qu'on pourrait argumenter toutes les cartes. Tu comprends? C'est la carte, si tu la joues comme elle est supposée d'être jouée, elle est forte. Il y a certaines cartes qui font rien, qui sont juste pas fortes, même si tu sais comment la jouer. Elle, si tu la joues comme il faut, c'est une carte qui est forte. Fait que, ok, moi je suis prêt à dire qu'il est dans après Fire Spray. Pour la peine. Non, moi je le mettrai pas dans S. Je peux le mettre le premier dans A. Je peux le mettre en avant du U-Wing. Faire la plus forte du A, mais dans S, Bon, il va y avoir des commentaires. On va voir ce que les gens vont faire comme commentaires. On va voir s'ils vont être plus de mon camp ou je suis circonstanciel. Fait que, mets-le dans le A. Et avant U-Wing. Vu qu'on n'a pas de Super Destroyer jusqu'ici. Super Laser Blast, tu veux dire? Non, des Superstar Destroyer, c'est le seul. C'est le seul Destroyer qu'on a. Les Destroyers, c'est des cartes, des Game Changers quand même, parce que c'est des attaques très fortes qui élimitent la base. Je vais être disposé à le mettre dans le S, mais le dernier! Même si moi je l'aurais mis un peu plus haut, mais c'est pas grave. Au moins il est dans le S. Il est dans le Ma S. carte est bon. Prochaine carte, événement bleu, Power of the Dark Side. C'est une carte de ton choix, il me semble, parce que tu joues un peu plus bleu aussi, donc tu as sûrement eu plus de préférence à force de jouer avec du bleu. Moi, c'est une carte qui m'a fait mal dans le passé quand elle est bien jouée encore une fois. Il faut que tu attendes qu'il lui reste seulement une unité que tu veux détruire, parce que si des unités à petits coups sur la table, c'est les premières à partir, donc la carte perd un peu de son efficacité. Personnellement, je pense que c'est moins bon qu'un Open Fire, parce qu'un Open Fire te permet de choisir ta cible et de l'éliminer tout de suite, tandis que celle-là, ben, c'est ça dépend de la façon que tu as joué et que le board est quand tu veux la jouer. Ouais, t'as tout dit par rapport à comment la jouer en tant que telle. Moi, j'aime le fait qu'elle me coûte juste 3. Pour une carte qui est contrôle dans le bleu, c'est soit t'as Vanquish à 5 ou t'as Takedown à 4. Quand je joue contre des agros, il faut qu'il me reste des ressources. Avoir des grosses cartes qui me coûtent comme je préférais jouer un Overwhelming Barrage qu'un Vanquish. Donc, Power of the Dark Side, c'est le fait qu'il me coûte 3 qui est bon. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que j'avais un adversaire qui avait comment on appelle ça, un Luke Skywalker et un Chewbacca. Je l'ai fait Power of the Dark Side. Le choix a été très dur pour lui parce que c'était soit Luke ou soit son Sentinelle qu'il avait mis des Experience Tokens dessus. Fait que pour 3, arriver à late game, je pense que c'est une bonne carte. Je la mettrais, par exemple, avant Open Fire. Tu la trouves meilleure qu'Open Fire? Personnellement, oui, à cause du coût, puis de qu'est-ce qu'il peut faire. J'avoue que Open Fire fait 4 de dommages. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont endurance 4. Mais il y a... Ok. À part un late game, là. Il y a Dark Vader dessus. Fait désolé. Ah, non, là... c'est Dark Vader qui coupe. Fait que là, il faut que ça soit avant les Stormtroopers, c'est clair. Ok, tiens. On va le mettre juste avant les Stormtroopers.
L'argument est valide. Exactement. Il y a Dark Vader qui est dessus. Et c'est une scène dans le film Rogue One. Exactement. Dans le vaisseau Tatooine, lorsqu'ils essaient de prendre les plans de l'étoile de la mort. Donc, une belle scène, une belle carte. Vader, d'accord, avant les Stormtroopers. Puis, oui, parce que les Stormtroopers sont bons en début de partie, mais ils coûtent cher. Donc, souvent, ça va prendre toutes tes ressources pour la jouer en début de partie dans le 3e, 4e tour. Alors que Power of the Dark Side peut être aussi bien joué en début de partie à 3 de coups qu'elle moins, mais je pense qu'elle est plus forte en fin de partie quand il y a moins de cartes sur la table, mais ce sont des grosses cartes. Effectivement, dans le late game, là, c'est vraiment elle la plus forte. Une double couleur, double bleu, Vigilance qui porte le nom justement des cartes bleues. Vigilance qui donne encore une fois beaucoup d'options. Selon moi, moins forte que Cunning, mais quand même, pour moi, quand mon adversaire qui jouait contrôle jouait cette carte-là, il était presque assuré. Surtout deux fois cette carte-là, il gagnait la partie. J'ai jamais joué contre un adversaire qui a joué 2 fois Vigilance puis qui n'a pas gagné la partie. Ou peut-être une fois, là, mais c'est une carte parce qu'elle guérit de 5. Et 5, c'est énorme dans le jeu. Et ça coûte seulement 4 de coups pour guérir de 5 et faire quelque chose d'autre. Généralement, ils vont utiliser enlever une unité de défense que 3 de défense, il me semble. C'est ce qu'ils vont utiliser comme deuxième action. Je l'ai déjà utilisé Vigilance, puis pour être honnête, enlever une unité qui a moins de 3 HP, c'est quand même assez rare. Parce que arriver à 4 ou à... Moi, je l'utilise à 6 parce que je ne joue pas de double bleu. Fait qu'à 6 ressources que je dois payer, c'est rare qu'il y a des unités qui ont 3 de moins HP. Donc, moi, la 3/4 du temps, c'est je vais mill mon adversaire, discarter 6 cartes, puis heal. C'est tellement bon que ton adversaire est discarte 6 cartes parce que ça donne l'information de son deck, parce que tu vois les cartes qu'il enlève et ça enlève les cartes. Fait que t'as beaucoup pour 4 double bleu, c'est quand même fort. Je mettrais ça dans le bas S-tier, juste à côté du Avenger. Je suis d'accord. Parce que c'est une carte aussi qui va devenir de plus en plus importante dans les prochaines séries qui vont sortir pour le jeu de mill. Donc, retirez toutes les cartes du paquet de votre adversaire pour gagner. Elle coûte 6 cartes. Et se guérir de 5. Donc, un adversaire qui est là pour vous faire du dommage, et vous neutralisez le dommage qu'il fait. Et en plus, vous l'empêchez de jouer ses cartes. Donc, mais c'est une carte qui va... C'est le genre de carte qui te fait rager ton adversaire, qui rend l'expérience de jeu négative, là, puis qui sort de là un peu frustré de la défaite parce que finalement, il t'a fait aucun dommage, puis il n'y a plus de cartes. Là, fait que, il t'a regardé jouer. J'ai joué contre un jeune, puis c'était triste à voir parce qu'il était jeune, mais écoute, je suis un idole de Dark Vader, fait en tout cas, les gens peuvent faire la connexion. Maître Skywalker, ils sont trop nombreux. Comment va-t-on faire pour repousser tous ces clones? Le cabinet du chancelier nous a indiqué que Maître Anakin était retourné au Temple Jedi. Ne vous faites pas de soucis, je suis sûr que tout va bien pour lui. Mais ce que j'ai fait, c'est j'étais rendu à comme 5. Il me restait juste 5 de points de vie. Puis j'ai joué Vigilance. J'ai joué plein de cartes Restore. J'ai joué une autre Vigilance. Plein de cartes Restore. J'ai fini par gagner, puis j'étais remonté à 30. Il me restait juste 5 de dommages à me faire, puis il aurait gagné. Mais j'ai juste complètement remonté à cause que j'ai pigé 2 fois Vigilance. Fait que Vigilance, c'est une excellente carte. Quand tu la piges, tu la joues comme il faut. Dernière carte de notre top 20.
Ouais. Luke Skywalker. C'est un S, assurément, on va se le dire les deux. C'est sûr. Par contre, on peut discuter où on la met. Au début, le monde la boudait. D'ailleurs, cette carte-là était vendue 30-40$ seulement à la sortie du jeu. Alors que Vader coûtait déjà 70-80$ à l'époque, le double. C'est une carte qui a été longtemps boudée. Le monde le trouvait fort, mais sans plus. Et plus le jeu avançait dans les semaines et les mois, plus le monde aura considéré Luke. Et vu un temps, là, début du printemps 2024, le monde a commencé à dire bon, je pense que c'est meilleur que Vader. Ouais. Pour l'instant, je pense pas. À cause qu'on a mentionné la couleur bleue, il manque de cartes dans le bleu, de fortes cartes pour l'aider. Contrairement à Vader qui est entouré de bonnes cartes dans l'aspect vert, command. Par contre, je pense que Luke, effectivement, au fur et à mesure que les cartes vont sortir et que le bleu va grossir dans les options, Luke peut devenir plus fort que Vader éventuellement. Ouais. Écoute, une unité qui sort à 7, si on est pour comparer les cartes qu'on a présentement dans la tier list qui sort à 7, il est carrément à côté de Vader, pas plus fort, parce que Ewing est pas plus fort que lui. Han Solo est clairement pas plus fort. Le Restore 3, ça fait mal. 7 de défense, c'est quand même dur à gérer. Tu le mets un Luke Lightsaber dessus, ça fait extrêmement mal. Et c'est le Windplay. Le Windplay, quand je me fais jouer un Luke, ça me fait tellement mal. Pourquoi? Parce que si lui, il give un -3/-3, fait que si j'ai une sentinelle, elle est plus là. Puis en plus de ça, if a friendly unit was defeated, donc si que un de tes units a été détruit, peut donner un ennemi -6/-6. Ça, là, si tu joues contre un Han Solo, tu enlèves la Han Solo, carrément, tout de suite. -6/-6, c'est huge. C'est une carte très forte qui mérite d'être dans le S-tier. Moi, je suis un fan de Darth Vader, fait que jamais il sera en haut de Darth Vader. Mais c'est une carte extrêmement forte. Comme le lore, hein. Apparemment, Luke est vraiment fort pour je ne sais quelle raison. Mais écoute, on va donner à César ce qui est à César. Luke, parce que c'est un Skywalker, bien sûr. Il a Juste à l'hérédité de cause son de père. Ok, fait que ça va jusque dans l'univers de Star Wars, c'est même pas tes compétences, c'est qui est ton père. Ben, C'est comme c'est ça le but du deuxième film. Hein? Ah. Est-ce que tu connais mon père? Est-ce que tu connais mon père? C'est ça qu'il va dire. Il est même pas aussi fort. Il est juste mon père, c'est Darth Vader. Non. Et, En tout cas. Attends, il y a eu le même entraîneur que Vader lui-même, Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan l'a pas vraiment entraîné, selon moi. Je pense que c'est plus Yoda qui l'a entraîné pour être aussi fort qu'il est fort. Aussi, il y a eu les deux meilleurs entraîneurs possibles. Et il faut pas oublier que la force dans l'univers Star Wars, là, on rentre dans un petit peu dans le lore, mais dans l'univers Star Wars, la force, c'est expliqué que la force, c'est toujours de trouver une balance. Étant donné qu'il n'y a plus d'autres Jedi normalement dans la galaxie, on a découvert qu'il y en avait peut-être deux autres maximum, et que Vader et Palpatine sont extrêmement puissants, ben pour balancer, la force donne beaucoup de chance à Luke pour essayer de compenser. C'est l'équilibre de la force que j'ai compris, moi, dans l'univers Star Wars. La force, c'est toujours d'essayer de trouver une balance. Étant donné que le côté obscur est tellement fort, ben la force penche un peu plus du côté de Luke pour l'aider à compenser le manque de Jedi. C'est pour ça que Luke devient fort encore plus à la mort de Yoda, je pense. Parce que là, il prend la force, lui donne encore plus sa balance. Il prend la force, ok. Fait qu'on l'a vu évaporer, c'était pas Yoda qui partait, c'était Luke qui carrément prenait son âme comme les. C'est ça. Avaler son âme, comme Palpatine avait fait avec Rey et Kylo Ren, là, il avalait la force. Luke a fait la même chose. Ça, c'est le Dark Theory de Star Wars. Il a tué Yoda, c'est ça qu'il Mais bref, pour conclure notre top 20, donc voici le top 20 de la chaîne Z6PO pour la série Spark of Rebellion, Étincelle de Rébellion. J'aimerais avoir vos commentaires aussi. Mettez dans le commentaire de la vidéo sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord avec ce qu'on a placé. Pas nécessairement dans l'ordre, dans le sens droite-gauche, mais peut-être plus dans l'ordre S-A-B. Dites-nous aussi s'il y a des cartes qui auraient dû, selon vous, absolument se retrouver dans le top 20 et qu'on n'a pas mis.
Ouais, ça, c'est sûr qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas joué souvent parce que je pense que notre liste en tant que telle est beaucoup basée sur qu'est-ce qu'on a joué puis qu'est-ce que les autres nous ont subi comme mal. Donc, ça se peut qu'il y en a 2, 3 qu'on a mal jugé ou on a overlook, comme ils disent en anglais. Excellent. Ben, je suis content de vous avoir présenté le top 20 avec l'aide de Vlad, notre nouveau animateur de Z6PO. Sur ce, ben, on se quitte et je vous dis que les probabilités soient avec vous. Au revoir. Salut!